Pour continuer cette quotidienne, nous allons maintenant vous raconter cette histoire d'un simple acte médical qui a failli coûter la vie de Véronique. Alors qu'elle est proche de la ménopause, la quinquagénaire souffre de perte de sang qui l'inquiète. Véronique se tourne alors vers un docteur qui exerce dans l'hôpital le plus proche de son domicile et le jour venu, elle se rend au rendez-vous avec son mari Philippe. Le docteur l'examine, puis lui prescrit des médicaments. Il demande également à Véronique de revenir les jours suivants pour qu'un examen complémentaire soit réalisé. Véronique doit faire une simple hystéroscopie. C'est en fait un examen banal pour le corps médical qui consiste à introduire une caméra dans l'utérus. Philippe est perplexe. Il n'a pas très confiance à ce médecin dont il trouve le comportement étrange. Et ses doutes vont s'intensifier lorsqu'il part à la pharmacie avec l'ordonnance du docteur. Sur le papier, il n'y a que peu d'informations et les dosages ne sont même pas inscrits. Philippe s'inquiète. Il souhaite qu'un autre médecin examine sa femme dans les jours qui viennent. Il appelle alors l'hôpital pour exprimer ses doutes, mais il est mal reçu. Au bout du fil, l'infirmière lui assure que tous les docteurs de l'hôpital sont aptes à réaliser des examens prescrits aux patients. Et elle assure à Philippe que l'hôpital n'embauche pas n'importe qui. Le jour de l'examen approche et à moitié rassuré, Philippe se résout finalement à déposer Véronique à l'hôpital pour son rendez-vous. Mais l'intervention ne va pas se dérouler comme prévu et va même virer au cauchemar. Nous sommes à Montélimar, dans la Drôme. C'est ici que vivent Véronique et son mari Philippe. Ancienne aide-soignante, Véronique s'est reconvertie depuis peu afin de vivre de sa passion. Elle élève désormais des chiens et des chats. Mais alors que Véronique souffle ses 54 bougies, la femme souffre de quelques saignements vaginaux. Un phénomène qui arrive régulièrement à l'approche de la ménopause. Véronique décide alors de consulter un spécialiste et le rendez-vous est pris au service de gynécologie de l'hôpital le plus proche. La quinquagénaire est alors prise en charge par un tout nouveau gynécologue du service. Après un léger examen, il prescrit à la patiente des médicaments et il souhaite la revoir pour un examen plus poussé. Il s'agit en fait d'une hystéroscopie qui consiste à introduire une caméra dans l'utérus. Il soupçonne en fait la présence d'un fibrome, une petite tumeur non cancéreuse qui se serait formée sur la paroi utérine de Véronique. En sortant du rendez-vous, Philippe, son époux, se rend à la pharmacie avec l'ordonnance de sa femme. Mais très vite, plusieurs détails interpellent le pharmacien. Le nom de la patiente et la posologie des médicaments ne figurent pas sur le document. Inquiet, Philippe décide alors de contacter l'hôpital. Il doute des compétences du médecin et souhaite qu'un autre spécialiste la prenne en charge pour le prochain rendez-vous. Mais au bout du fil, on lui répond sèchement que le docteur a bel et bien les capacités nécessaires pour prendre en charge Véronique. Le couple tente alors de se rassurer. Cet examen est banal et il n'y aura pas de souci. Ils maintiennent finalement le rendez-vous. Quelques jours plus tard, Véronique est donc entre les mains du gynécologue. Mais alors que Philippe s'apprête à venir la rechercher, c'est le drame. Il apprend que son épouse est plongée dans un coma artificiel. Son utérus a été perforé lors de l'intervention et elle a perdu 5 litres de sang. Dévasté, Philippe cherche à comprendre comment son épouse a pu finir ainsi. L'examen était censé être des plus banals. Et au fil des jours, Philippe découvre l'impensable. Alors que l'hôpital avait mis à disposition du docteur un appareil à hystéroscopie, muni d'une sécurité, l'homme ne s'en serait pas servi. Il n'aurait pas su comment l'utiliser. En fait, il aurait préféré se servir d'un appareil désuet et sans sécurité. Il aurait ensuite procédé à l'examen, muni d'un récepteur, un instrument aussi tranchant qu'un scalpel. Un outil normalement utilisé uniquement en cas de lésion suspecte.
Durant plus de 6 minutes, il l'aurait donc introduit dans l'utérus de la patiente. Un geste beaucoup trop brutal qui aurait conduit à la perforation de l'utérus de Véronique. Il aurait ainsi sectionné des veines et des artères de la quinquagénaire. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Dans un instant, nous serons également avec Véronique qui sera en direct avec nous, votre femme. Je voudrais qu'on commence par le début de votre histoire tragique qui a débuté en mai 2018 quand votre femme souffrait de petits saignements. À l'époque, c'était le lendemain de son anniversaire, donc 54 ans. Elle avait des saignements, comme toute femme qui est à l'approche de la ménopause. Un traitement médical suffit pour déclencher cette dite ménopause. Le problème est réglé. Comme ma femme n'avait pas l'habitude de voir des médecins régulièrement, étant donné qu'elle avait une très bonne santé, une vie extrêmement saine, jamais d'alcool, jamais de cigarettes, jamais de café, elle a essayé de prendre un rendez-vous chez un gynécologue. Malheureusement, les gynécologues, des rendez-vous extrêmement éloignés. Donc on a pensé à l'amener à l'hôpital pour avoir une ordonnance. Elle a vu ce monsieur, je ne l'appellerai pas docteur, je vais l'appeler monsieur, parce que pour moi, de toute façon, ce n'est pas un gynécologue obstétricien. Nous avons fait des recherches, nous n'avons trouvé aucun diplôme. Je réitère mes propos. Ce monsieur est un radiologue. Comment a-t-il pu être embauché et passer à travers les mailles? Je ne comprends pas, je ne peux pas l'accepter. Et ça vous n'avez découvert qu'après, bien évidemment, parce qu'au départ, quand vous le voyez, vous pensez qu'il est gynécologue. Qu'il est gynécologue, avec un gros doute. Qu'est-ce qui vous a mis le doute, d'ailleurs? D'abord son contact, étant donné que j'étais présent lors de la première visite, sa manière de s'exprimer. Dès qu'on le regardait, il baissait les yeux, il détournait la vision. Comportement étrange. Deuxièmement, lorsque j'étais chez le pharmacien et que je n'ai pas lu cette ordonnance, mais j'avais un très mauvais ressenti, et que le pharmacien m'a dit « Mais Philippe, qui c'est qui vous a fait cette ordonnance ?» J'ai dit « Ben, regardez, c'est l'hôpital de Montélimar. » Il me dit « Il n'y a pas la posologie du médicament, ça n'est pas nominatif, on ne sait pas qui est ce docteur, moi, à votre place, je me poserai des questions. » Donc c'est-à-dire que le pharmacien vous alerte, en fait? Tout à fait. Ouais. Je demande au pharmacien d'appeler l'hôpital pour confirmation d'abord du grammage, etc. Chose qu'il fait avec l'ampli devant moi. Il téléphone, il réussit à avoir ce, entre parenthèses, soi-disant médecin, qui lui dit clairement, déposition à l'appui, qui lui dit clairement, je ne savais pas qu'il y avait 2 grammages. Extrêmement étonné, je rentre à la maison, j'explique à ma femme et à ma fille ce qui s'est passé pour aller chercher les médicaments. Ma fille m'a dit clairement, mais papa, on n'est pas en Afrique, qu'est-ce que tu vas chercher? Une hystéroscopie, c'est rien du tout, mais franchement, toujours le doute. Le lendemain avec ma femme, on téléphone à l'hôpital. On tombe sur la secrétaire médicale qui nous a fait passer pour des grands malades. Parce qu'elle a dit, mais on sait qui on embauche, on sait qui travaille pour nous. Mais vous lui dites quoi exactement, cette secrétaire médicale? Vous l'interrogez en lui disant, c'est un vrai professionnel? Vous lui dites quoi? Voilà, exactement. Non, je lui ai pas dit ces propos-là. Je lui dis, j'ai un gros doute sur le professionnalisme de cette personne, étant donné qu'il n'est pas capable de faire une ordonnance correctement. Et à ce moment-là, la secrétaire médicale m'a dit, mais Monsieur Schenz, pour qui vous vous prenez, vous doutez d'eux, m'a fait passer un petit peu pour un grand malade. Je rediscutais avec ma femme et ma fille m'a dit, mais papa, on n'est pas en Afrique, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Une hystéroscopie, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est rien. Il n'y a rien de dangereux, c'est même pas une appendicite, il n'y a pas d'incision, il n'y a rien du tout. Je me calme, je réfléchis, je me dis, bon, allez, de toute façon, il n'y a pas de problème. Le jour J, le 29 mai 2008, je dépose ma femme, j'amène ma fille au cheval, le téléphone sonne. Mais juste quand même un mot, Philippe, vous n'avez pas l'idée à un moment donné de changer de médecin quand même? Oui, même si c'est pas quelque chose de très grave. J'ai voulu changer de médecin, mais apparemment ça n'était pas possible. Soit ils étaient en sous-effectif, il n'en va que de mes propos parce que je ne connais pas la réponse, soit il n'y avait pas de disponibilité parce que nous devions partir. Cette intervention
Cette hystéroscopie devait être le jeudi. Le samedi, le vendredi soir, on devait repartir à Nice pour marier ma nièce. Oui, donc vous aviez un impératif, en fait, de date. Voilà. C'est pour ça. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça. Et ça ne pouvait pas être repoussé non plus. On aurait pu repousser. Ouais. Et puis on s'est dit à la base, bon, un traitement, ça risque rien. Il a voulu faire une hystéroscopie pour visionner. Il ne savait pas se servir des outils, chose incroyable mais vraie, alors qu'une infirmière, avec un stage de 4 heures, sait le faire. Vous laissez votre femme, vous laissez Véronique, qui sera avec nous dans un instant en ligne. Oui. Quand est-ce que vous apprenez que les choses sont en train de mal tourner? Alors, lorsque j'étais au cours pour faire du cheval de ma dernière, mon téléphone sonne. C'est-à-dire qu'à peu près 1 heure après que j'ai déposé à l'hôpital de Montélimar ma femme. Voilà. Les 2 rendez-vous étaient quasi simultanés. Ouais. Je ne voulais pas annuler le cours de la petite. Je ne me posais pas de questions à ce niveau-là. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il se passe un bon. Et le téléphone sonne. Je décroche, oui, l'hôpital de Montélimar. Je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Venez chercher votre femme. J'ai pas besoin qu'on m'appelle quand même, je suis pas complètement sénile. Je ne vais pas la laisser sur place. Et ils me disent, écoutez, on a un problème. Alors tout de suite, là, je m'inquiète, je suis très angoissé. Ils veulent pas me dire au téléphone. J'insiste lourdement en leur posant des questions ouvertes. Ils me disent, écoutez, on a été obligé de mettre votre femme dans un coma artificiel. J'ai dit, c'est une plaisanterie, c'est une mauvaise plaisanterie, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Et j'ai dit, de toute façon, je suis déjà au volant de la voiture avec le kit main libre, et j'arrive. L'hôpital du club de chevaux est à 10 minutes. 10 minutes après, j'arrive, j'attends dans une salle, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je sors dans les couloirs, j'interpelle une personne, je dis, voilà, je suis Philippe Chens, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait un gros problème avec ma femme. Je veux voir ma femme tout de suite, s'il vous plaît. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux voir le chef de service, je veux voir la cadre de service ou le cadre de service et je veux voir ce soi-disant docteur. Je veux les 3 personnes en même temps, de manière à ce que mes propos soient entendus par tout le monde et que je sache la réalité des choses. J'attends encore, on me dit, vous voulez pas un café, vous voulez pas un verre d'eau? J'ai dit non, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas le but de ma visite, je veux réellement savoir ce qui se passe maintenant. Ça suffit. Une personne rentre, une deuxième personne rentre, une troisième personne rentre. J'exige de voir ce soi-disant docteur, pas présent. Il y avait le chef de service, la cadre de service. Il m'explique qu'ils ont eu un problème. C'est et qu'ils ont été obligés... Ça ne veut pas dire grand-chose, un problème. Tout à fait. Bah oui. Et qu'ils ont été obligés de la mettre dans un coma artificiel. Je ne savais pas quels étaient les dégâts. Les dégâts ont été considérables. Il faut savoir que dans cette histoire, en 20 ans de recherche de médecine, un cas pareil, d'une importance pareille, n'existe pas. Dixit les propos des différents experts. Ça ne s'est jamais vu. J'attends. Elle a perdu 5 litres de sang, je crois. Oui, quasiment. Oui, transfusé. C'est-à-dire que si vous préférez, l'hémorragie était massive de tous les côtés, parce qu'il y a plusieurs artères sectionnées, plusieurs veines sectionnées, plusieurs éléments perforés. Il a été sur plus de 10 cm en arrosant sur un rayon, donc ça fait des dégâts considérables. Ma femme faisait 49 kilos, elle n'est pas très épaisse, c'est sûr que là, ça a fait des dégâts considérables. Bon. Il faut savoir que dans cette histoire-là, elle est restée plus de 5 heures, la moitié du corps non irrigué. Chose jamais vue dans l'histoire de la médecine. Elle a survécu. Tous les médecins que j'ai vus après m'ont dit « Monsieur, votre femme, c'est une ressuscitée. Nous n'avons jamais vu une histoire pareille. On se demande comment elle a pu survivre. » Oui, mais on se demande surtout comment ça a pu arriver. Enfin, alors, on se demande bien évidemment comment elle a pu survivre, et c'est tant mieux, on va l'apprendre dans un instant, mais on se demande surtout comment elle a pu survivre et comment dans un hôpital, il peut se passer quelque chose comme ça. Y compris là, ce que vous me dites, par exemple, quand vous dites qu'elle est restée la moitié du corps non irrigué pendant plusieurs heures, comment c'est possible dans un hôpital? Je ne comprends pas, je n'ai pas la réponse à ces questions. Il y avait quand même des personnes présentes pour cette hystéroscopie. C'est comme si moi... Je vais simplifier la chose, je roule sur l'autoroute à 180 à l'heure avec les yeux bandés pendant plus de 6 ou 10 minutes, parce qu'il y a des versions 6 minutes, il y a des versions 10 minutes, avec des personnes dans ma voiture. C'est pareil. Je ne comprends pas. Alors, on est en direct avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On vient d'entendre votre mari Philippe qui nous a raconté l'évolution des choses et comment tout est parti d'un simple examen. D'abord, on a entendu ses doutes à Philippe, ses doutes sur ce médecin à plusieurs reprises. Il hésite. Vous étiez dans quel état d'esprit? Moi déjà, j'avais parlé avec ce gynécologue en disant que je ne voulais absolument pas faire d'acte invasif.
parce que je travaille à mon propre compte, je peux pas me permettre d'être malade. Et ensuite, nous avions un mariage 3 jours plus tard. Donc je voulais juste une hystéroscopie la plus simple possible pour pouvoir aller voir notre famille sur la Côte d'Azur, qui est à 400 km de chez nous. Mais est-ce que vous aviez des doutes, vous aussi, sur ce médecin? Oui. Quand on est allé à la pharmacie et puis que le pharmacien nous a montré du bout du doigt son ordonnance en nous disant « Mais qui vous a fait ça ?» Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de nom sur l'ordonnance, il n'y avait pas de grammage, oui, vous vous posez des questions, hein. Et encore une fois, ce qui fait que vous avez accepté finalement d'y aller, c'est parce qu'il y avait ces impératifs, le fait que vous deviez partir, qu'il n'y avait pas d'autres médecins disponibles. C'est tout ça qui fait, au fond, que vous avez accepté. L'infirmière m'a rappelé pour programmer. Donc il faut savoir que tout ça, c'était très vite. J'ai eu le rendez-vous avec ce docteur F le 16 mai. Quelques jours après, l'infirmière me téléphone pour programmer mon opération. Et quand elle a raccroché sur son téléphone, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas me faire un examen par cet homme-là. J'avais toujours l'image du pharmacien en tête avec l'ordonnance entre les mains en train de dire, mais qui c'est qui vous a fait ça? Et donc, on en a parlé avec Philippe. Et je lui ai dit, écoute, je préfère que ce soit toi qui annule ça. Parce que moi, on va encore arriver à me faire changer d'idée. Je voudrais que ça s'annule. Je ne veux pas le faire. Je veux pas faire cet examen. J'irai contacter un autre médecin plus tard. On verra. Et donc, il a téléphoné donc à l'infirmière qui programme les opérations, et la dame l'a très mal pris. Elle lui a dit mais pour qui vous nous prenez? Notre personnel, il est au top. On fait des vérifications auprès de l'ARS, etc. On n'a que du personnel formé, etc. Je veux parler à votre femme. De toute façon, c'était à elle que j'ai eu. Et là, elle m'a fait culpabiliser en me disant « Mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit ça avant, lorsque je vous ai téléphoné pour programmer? Maintenant, je dois vous refaire mon programme opératoire. Mais Madame Chen, qu'est-ce que vous voulez risquer avec une hystéroscopie? On n'utilise que de la poudre à cautériser. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive avec de la poudre à cautériser? » C'est terrible. Avec le recul, ce que vous nous racontez, c'est terrible. Après des heures d'opération et de multiples interventions, Véronique, vous avez réussi à vous en sortir dans un état très compliqué parce que c'est le début d'un long combat. Vous ne pouvez plus vous déplacer seul. Vous êtes en fauteuil roulant. Vous devez être équipé d'un corset, équipé d'une sonde urinaire. Philippe, vous devez désormais vous occuper également de votre femme au quotidien, de jour comme de nuit, et parallèlement à cela, il y a aussi un combat judiciaire qui commence à ce moment-là, et au fil de l'enquête, vous allez apprendre des choses qui vont vous glacer le sang. Malgré les erreurs subies, Véronique s'en sort vivante. Mais bien que miraculée, elle est lourdement handicapée. Elle souffre de douleurs abdominales, elle porte une sonde urinaire et une ceinture pour tenir son ventre, désormais dépourvu de muscles. En fauteuil roulant, Véronique dépend totalement de son mari Philippe pour tous les gestes du quotidien. Elle ne peut même plus se déplacer seule. Après plus d'une dizaine d'opérations pour tenter de réparer les lourdes séquelles de l'intervention, le couple décide de porter plainte contre l'hôpital et contre le gynécologue pour blessure involontaire avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Mais l'établissement, lui, décline toute responsabilité dans cette affaire. Quant au médecin, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Mais après 2 ans d'une longue instruction, Véronique et Philippe tombent des nues. Ils découvrent que malgré les interdictions d'exercer, le médecin aurait continué son travail, notamment en Guadeloupe. Ce n'est pas tout. L'homme aurait déjà été renvoyé de plusieurs hôpitaux, notamment pour mauvais traitement des patients ou non-respect du protocole sanitaire dans les établissements français. Il aurait même été interdit d'exercer en Allemagne et en Suisse, et ce, bien avant l'opération de Véronique. Le couple
Et sous le choc, face à ces révélations, il réalise que le drame aurait sûrement pu être évité. Le 6 mai dernier, le gynécologue comparaissait enfin devant le tribunal de Valence et pendant l'audience, il renvoie la faute sur ses confrères, médecins. C'est pourtant eux qui ont réussi à maintenir Véronique en vie. À l'issue du procès, il est condamné à 2 ans de prison, mais il a fait appel de cette décision. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On va parler de l'aspect juridique dans un instant avec vous, Philippe. Mais auparavant, puisque Véronique est avec nous, Véronique, je voulais savoir, parce que c'est presque le plus important, au fond, c'est vous, c'est votre santé. Je voulais savoir dans quel état vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous a laissé comme séquelles toute cette opération? Alors, c'est pas une sonde urinaire, hein. Ça s'appelle une sonde Gigi. C'est une sonde qu'on plante donc par voie de manière en chirurgie ambulatoire. Il y a une boucle qui va donc, même Philippe a les images, je peux vous les montrer, qui va donc dans le rein, qui parcourt l'urtère et qui descend faire une autre boucle dans la vessie. Ça mesure 24 cm. Il faut vous endormir pour faire ça et ça se change toutes les 6 mois. Toutes les 6 mois, je suis opérée pour faire ça. Ça, c'est pour... Ça, c'est le séquel, donc, du fait que je n'ai plus aucune veine ni artère du côté droit, donc, qui a fait que ça a endommagé mon urtère et que je suis en train de perdre mon rein. Vous êtes en train de perdre votre rein? Ah ben, sans cet appareillage, c'est dommage qu'ils ne vous le montrent pas, sans cet appareillage, mon rein s'infecte et je pars en septicémie et je meurs. Vous êtes dans un fauteuil roulant également? Alors, je fais des fauteuils roulants pour des étrangers dès que c'est un petit peu, il faut marcher un petit peu. Dans la maison, je suis avec une béquille, je me tiens au meuble et je marchouille comme ça, voilà, comme je peux. Vous êtes dans quel état d'esprit, Véronique? C'est de la colère que vous avez aujourd'hui? Je suis écœurée, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que ce monsieur a un casier judiciaire. Quand on a un casier judiciaire, qu'on a un casier judiciaire dans 2 pays, en Allemagne et en Suisse, il n'est pas interdit de travailler en Allemagne et en Suisse. Il y a une petite erreur. Il a eu 2 infractions en Allemagne et en Suisse. Normalement, on ne rentre pas à l'hôpital. Moi, quand j'ai fait mes dossiers d'aide-soignante, on m'a demandé mes casiers judiciaires. Mon urologue, quand il a fait sa mutation, alors qu'il est français, qu'il a fait des études en France, qui fait partie du personnel hospitalier depuis plusieurs années. Quand il a fait sa mutation, il a dû refournir son volet 2 de son casier judiciaire. Oui, il avait des antécédents, en effet. Philippe, c'est aussi toute votre vie qui a basculé, en fait. Votre vie de couple qui a basculé aussi. Oui, absolument. Ma vie de couple, notre entente, parce que toujours le sujet de discorde, c'est cette histoire de procès, c'est ces complications, c'est l'appréhension de ma femme d'aller se faire opérer par obligation tous les 6 mois, voire tous les 4 mois, donc anesthésie, etc. Et je le conçois, je le comprends, je me mets à sa place. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer encore une fois? C'est épouvantable à supporter parce que... il n'y a pas d'autre solution, on a une obligation. C'est une obligation de vie avec un facteur risque plus. Voilà. Et vous, votre vie a changé parce qu'il faut vous occuper d'elle aussi désormais? Oui, c'est tout à fait normal que je m'occupe d'elle. Voilà, j'aime ma femme, on est mariés, on a des enfants. Totalement. La nuit, je suis obligé de me lever plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'elle est incontinente. À cause de cette sonde Gigi, elle a des problèmes de transfert parce que ça fait tellement de dégâts. Imaginez la moitié du corps non irrigué pendant 5 heures. Il y a des parties du corps qui ont été nécrosées, etc. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous l'expliquer techniquement, ça n'est pas ma formation. Mais tout ce qui s'est passé, c'est réellement impensable. Et les dégâts considérables qu'il y a eu sont impensables. Et il est évident que c'est compliqué à gérer tous les jours. C'est compliqué humainement, oui. C'est un long combat judiciaire également. Surtout mentalement. Physiquement, ce n'est pas un problème.
Mais mentalement, de subir et d'être obligé en plus de se bagarrer continuellement en recevant des courriers, que l'hôpital refuse de toute responsabilité, c'est inacceptable. Je ne peux pas l'admettre, je ne peux pas le concevoir. C'est pas possible. Ou alors... Le 3 juin, le tribunal correctionnel de Valence a condamné le gynécologue à 2 ans de prison ferme, à une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin en France. Il n'était pas à l'audience. Il a fait appel et un nouveau procès devrait avoir lieu le 15 décembre 2021 devant la cour d'appel de Bordeaux. Vous savez où il est le médecin, médecin aujourd'hui ? La cour d'appel de Grenoble. De Grenoble, pardon, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Ce médecin exerce au Luxembourg actuellement. C'est-à-dire qu'il exerce toujours ? Oui, je le sais de source sûre puisque ma fille étant aux États-Unis a réussi à prendre un rendez-vous avec ce monsieur. Voilà, par l'intermédiaire de Doctolib ou je ne sais quel... voilà. Mais en revanche, il a une interdiction d'exercer en France ? En France, oui. En Allemagne, à mon avis, il est de nationalité allemande d'Allemagne de l'Est. S'il est plus là-bas et qu'il avait toute sa famille, c'est qu'il a des coquilles derrière, il a un casier judiciaire. Pour faux usage de faux escroquerie, je ne sais pas exactement, parce que déjà, on a eu beaucoup de mal à savoir ces éléments-là. En Suisse, il était soi-disant chef de clinique, et j'ai vu les articles où oui, très très peu de temps, parce qu'à mon avis, ils sont aperçus du profil de ce personnage, très rapidement, donc il n'exerce plus en Suisse. Mais ce qui est inquiétant, Philippe, parce que même s'il est présumé innocent, puisqu'il a fait appel, donc il redevient présumé innocent, tout à fait. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il exerce encore. Oui. C'est inadmissible. Je ne peux pas le concevoir. Je ne l'admets pas, je ne comprends pas. Franchement, aucune communication d'abord. Avant qu'il soit rentré à l'hôpital de Montélimar, il avait 2 casiers judiciaires. Il a exercé en profession libérale. Il n'avait pas de police d'assurance, chose inconcevable pour un médecin. Il s'était déjà fait renvoyer de plusieurs hôpitaux en France en 2006, en 2005, en 2007, ou en 2006 et 2007. Je ne me souviens pas exactement des dates, non, 2016-2017, pardonnez-moi. Après l'interdiction, il est allé se faire embaucher en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Au bout de quelques jours, ils se sont aperçus que le profil ne correspondait pas du tout. Ils l'ont remercié. Il est allé se faire encore embaucher dans un autre hôpital. Aucune communication. Ça, c'est incroyable, parce que Maître Laure Alice Bouvier, c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, il y a quand même une procédure sérieuse. Il y a Véronique, on a compris qu'elle a frôlé la mort et elle nous racontait les conséquences aujourd'hui pour elle qui sont dramatiques. Et cette personne continue à exercer, alors qu'il est interdit d'exercer en France. Il est au Luxembourg. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 types de responsabilités qui sont à rechercher. Bien évidemment, la responsabilité pénale de ce médecin qui manque gravement à ses obligations de prudence, de sécurité et qui porte une atteinte à l'intégrité de votre femme et qui a failli mourir à cause de ses potentiels agissements. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et de l'autre côté, il y a également la responsabilité aussi à aller rechercher de l'hôpital, voire du conseil de l'ordre des médecins, parce qu'ici, il me semble qu'il y a une carence incroyable, mais qui dépasse l'entendement, dans le fait où on a un médecin qui a un casier judiciaire, qui a été radié à plusieurs reprises, qui a pu exercer. Alors on a une directive européenne de 2005 qui permet aux médecins dans l'Union européenne de pouvoir, à partir du moment où ils ont un diplôme dans l'Union européenne ou 3 années d'exercice consécutives dans les 5 ans de l'obtention de leur diplôme, de pouvoir exercer. Ça, c'est pour exercer, mais quand ils sont radiés, par exemple, dans un pays, est-ce qu'ils sont radiés partout en Europe ? Mais ils ne sont pas radiés partout en Europe. Il n'y a pas, en réalité, ça, ce qui manque ici. Il manque, parce qu'ils peuvent exercer, mais en revanche, on n'a pas prévu le fait qu'ils soient radiés. Eh bien, on n'a pas prévu. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est une carence dans la communication. Parce que là, les hôpitaux auraient dû se passer le mot. Même au niveau de l'Union européenne, on aurait dû se passer le mot aussi. Et il devrait y avoir des moyens de pouvoir sanctionner et de pouvoir alerter les hôpitaux et les différents pays et les différents ordres des médecins dans les différents pays de l'Union européenne sur les agissements de médecins de ce type-là. Un dernier mot, Véronique, qui est toujours en direct avec nous. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Le combat judiciaire est long. Il devrait y avoir, on l'espère, au mois de décembre, un nouveau jugement, un nouveau procès. Vous arrivez à tenir ? Difficilement, parce que j'ai 2 procès. Donc j'ai le procès contre M. Parr et j'ai le procès aussi en administratif et où l'hôpital refuse de me donner les 8 heures qui m'ont été accordées par les experts. Il refuse l'aggravation de mon état
puisque j'ai un potage qui est bouché et que je vais devoir être réopérée aussi pour ce potage. Tout est compliqué. Je dois me reconstruire. Mais comment? Tous mes rêves sont anéantis. Mon avenir, il est complètement incertain. Je suis angoissée face à mon avenir. Ce jour où j'ai plus de mari, mais qu'est-ce que je deviens? Et quand il pourra plus s'occuper de moi, qu'est-ce que je vais devenir? On a 11 ans de différence. Et puis alors, c'est poser et être traité de la façon dont l'hôpital me traite, avec mépris, dédain. Il me traite, j'ai l'impression même d'être une voleuse, un parasite. Ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui peut déborder le. Merci beaucoup Véronique, merci pour votre témoignage, bon courage à vous, merci Philippe également d'être venu en direct sur ce plateau, et puis bon courage parce que pour vous aussi on a compris que c'était compliqué, que votre vie a changé, qu'il faut être là pour elle. Et c'était assez fort également ce qu'elle disait parce que elle a compris que c'est parce que vous étiez là qu'elle pouvait continuer à tenir. Elle se demande ce qu'elle deviendra. Eh oui. Et je pense que vous le demandez aussi. Tout à fait, ben oui. Je me dis, surtout que j'ai 11 ans de plus qu'elle, dans l'état où elle est aujourd'hui, ma femme, vous l'auriez vu avant qu'elle rentre à l'hôpital, et aujourd'hui, c'est plus du tout la même, c'est plus la même femme. J'ai l'impression qu'elle a pris 20 ans, quoi. Voilà. Elle avait 54 ans, elle était comme cette demoiselle ou cette dame. Et je le dis, aujourd'hui, la pauvre, son corps est détruit, 120 points de suture, des cicatrices partout de tous les côtés de la jambe. Dès qu'elle se met debout, qu'elle marche, elle a un syndrome d'éloge, la jambe. Elle fléchit, elle lâche, je ne sais pas l'expliquer techniquement. Elle tombe par terre, elle ne peut pas se relever. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus aucune ceinture abdominale, elle n'a plus rien. Il n'y a plus de muscles, donc aucune force. Je suis obligé d'être présent. Si jamais j'ai personne à la maison qui est avec elle, je vais faire des courses ou quoi, c'est l'angoisse. Je lui ai dit, tu bouges pas. Elle me dit, mais si j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai dit, tant pis, il faut bien que j'aille faire des courses quand même. C'est un minimum, il faut qu'on mange, il faut... C'est compliqué à gérer, voilà. Tout ça pour un simple examen médical de routine. C'est pas normal, voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu en direct sur ce plateau. Merci.